Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Luc Rémillard. Bonjour Luc. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de venir une autre fois me voir. Tu étais déjà passé dans des saisons Ouais. antérieures. C'est toujours un plaisir de renouer finalement notre entretien devant les gens, évidemment. Bon, on va en parler tout de suite en parlant, là, comme on fait souvent. COVID-19, c'est quoi cette affaire-là? J'ai vu tes J'ai yeux. pas entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça a changé pour la SDE là, et l'Office de tourisme? Parce qu'on rappelle que Ouais. t'as les deux chapeaux, là, finalement. Ouais. Le volet économique, le volet touristique. Oui, bien évidemment, ça a changé pas mal au niveau du travail. Là, à partir du mois de mars, on va faire. C'est pratiquement plus de 9 mois maintenant là, où on est en phase confinement au départ. Là. On a eu un travail qui a été quand même assez différent, je te dirais, comme 3 blocs. Là. La phase confinement au début, on était pas mal interpellé par le ministère de l'Économie, entre autres, là, pour avoir le pouls de façon régulière du terrain, on va dire ça comme ça, ce qui se passait dans le secteur économique en tant que tel, manufacturier, les PME, etc. Après ça, ben, il y a eu la phase estivale où on a rouvert un peu, là, entre autres au niveau touristique, évidemment, ça nous a aidé au niveau de la région. Puis là, ben, finalement, depuis qu'on est en zone rouge, ben, on est revenu aussi en télétravail. Donc, durant cette période-là, on est retourné au bureau entre-temps, je dirais. En mars, on est tombé en télétravail, puis là, on est de retour en télétravail. Il y a une partie de l'équipe, on alterne, par exemple. On va dire que c'est hybride, là. On va à l'occasion au bureau, mais en grande partie, on essaye de travailler à distance. Les bureaux sont fermés, donc à moins de rendez-vous bien spécifiques, là, on utilise les nouvelles technologies pour rencontrer les différents entrepreneurs sur le territoire. Je te dirais que ça a changé énormément parce que, évidemment, c'est pas le même travail ou c'est très différent. Ça demande plus de temps à l'occasion là, pour bien des dossiers qu'on pouvait traiter assez plus facilement quand on est en présence. Ne serait-ce que d'avoir des signatures pour des contrats, c'est pas la même procédure. Puis bon, c'est tout ça qui embarque. Là. Mais je dirais qu'en général, ça va quand même bien. Là. On n'a pas vraiment à se plaindre. On réussit à faire nos choses puis à répondre aux entrepreneurs, aux demandes d'informations, etc. qu'on a depuis le début de l'aventure COVID. Là. De l'aventure COVID. L'aventure COVID a aussi amené, visiblement, de l'aide, comme tu disais, là, de l'aide d'accompagnement auprès des entreprises, des entrepreneurs. Beaucoup de demandes d'informations. D'informations, mais aussi, parce que ça a été un point, la SDA aussi œuvré en tant de point d'accès d'information aussi. Ouais. Parce que, ça, je vais rappeler surtout au mois de mars, un petit peu aussi quand on est retombé en zone rouge, mais l'information arrive de partout. Oui, bien ça, effectivement, là, c'est probablement un des enjeux qui est le plus complexe à gérer. C'est que souvent, l'entrepreneur, lorsqu'il y a une annonce qu'on voit le midi, puis on l'a vécu au mois de mars, exemple, avec le programme, on pourra en parler tantôt, là, mais le programme pour les PME, le programme d'urgence pour les PME, à partir du moment où c'est annoncé à la télé, bien évidemment, on prend le téléphone puis on appelle, sauf que souvent, nous autres, on l'apprend en même temps que l'entrepreneur qui est assis devant sa télé. Là. La vraie réalité, c'est que nous autres, on n'a pas eu l'information 3 semaines avant ou un mois avant. Là. Alors, ça, c'est qu'à partir du moment où l'annonce est faite, puis la livraison sur le terrain, là, ben, il peut y avoir, je dirais pas des jours, je vais dire des semaines entre les deux. Là. Fait que c'est ça qui est un peu, qui est un peu difficile aussi à gérer, parce que souvent, on a peu ou pas d'informations. Et le temps de nous autres d'avoir nos briefings puis d'avoir l'information, ben, ça peut prendre un certain temps. Donc, on doit effectivement naviguer là-dedans. Là. Oui, parce que c'est ça, on recevait l'information au gré à gré, et puis c'est entre le moment où l'annonce était faite... Ça pouvait même changer entre l'annonce qui avait été faite puis le terrain. Fois, là, même, là. Le programme en tant que tel pouvait évoluer puis changer. Là, donc, effectivement, il faut travailler avec ça. Maintenant, là, l'annonce qui a été faite au mois de mars, fin mars, on se souvient qu'il y avait eu le programme d'aide d'urgence pour les PME qui est encore en fonction là, de notre côté. Pour résumer ça vite fait, ben, c'est
faut se souvenir que c'est un prêt. À la base, là, le programme d'urgence, c'est un prêt qui est admissible à toutes les entreprises. C'est en fonction des besoins de fonds de roulement. Donc, lorsque ça a été annoncé, ça a été un des premiers programmes annoncés, mais on se souviendra que par la suite, le gouvernement fédéral en a annoncé des programmes. La BDC, entre autres, puis etc. Nous, on a, comme je disais tantôt, on a beaucoup de demandes d'informations. Comme ces programmes-là étaient plus avantageux, on va dire ça comme ça, étaient plus avantageux pour l'entrepreneur, bien, on a comme mis le programme d'urgence au PME un peu de côté, puis on a fait en sorte qu'on dirige les entreprises vers ces programmes-là dans un premier temps, là, les programmes du fédéral qui étaient plus avantageux, là, et plus facile aussi. Là, dans bien des cas, l'accès était beaucoup plus facile. Et on est revenu là, dans le courant de l'été avec le programme d'urgence au niveau des besoins en fonds de roulement. Et c'est là-dessus là, qu'on travaille. Le programme, comme je le disais, là, il est vraiment axé jusqu'à 50 000 $ par entreprise. C'est vraiment pour les besoins de fonds de roulement en lien avec la reprise des activités ou le maintien des activités. Et c'est ça. Donc, c'est disponible depuis la fin début du mois d'avril. Puis il n'y a pas de fin Y a-t-il une fin prévue techniquement de ce programme-là? Pour l'instant, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La particularité, c'est qu'il est arrivé au mois de septembre. On a mis un petit addenda à ce programme-là. Qui est l'aide, on peut parler du pardon de prêt là, pour expliquer un peu ce qu'il y en est. Qui est arrivé avec la fameuse zone rouge au mois d'octobre. Puis l'annonce de la zone rouge où on a refermé tout un pan d'activité au niveau de l'économie. Restaurant-bar, on résume souvent comme ça, mais il y a autre chose aussi, là, les gyms, les salles de spectacle, etc., etc. Essentiellement, ça demeure que la base, c'est toujours le programme de prêt pour le fonds de roulement. Sauf qu'à ça, on est venu mettre un addenda qui est tous les frais fixes. C'est là qu'embarque la notion de pardon de prêt. C'est que oui, on fait un prêt. Pour imager, là, exemple, tu as un prêt de 10 000 tu as des frais fixes au niveau du mois d'octobre, novembre et peut-être décembre, on verra. Là, de ce qu'on voit aller, on peut présumer que décembre risque d'embarquer. Fait que les frais fixes pour ces entreprises-là qui sont en zone rouge et qui sont fermées, ces frais fixes-là, on va les prendre en compte pour diminuer le prêt qui va avoir été émis. Donc, si tu as eu un prêt de 10 000 puis durant ces 3 mois-là, tu as eu 3 000 par mois de frais fixes admissibles, bien, ton prêt de 10 000 va être diminué de 9 000. Donc, en réalité, le montant que tu as à rembourser, il va te rester 1 000 à rembourser. Donc, ça va réduire le temps de remboursement. Exact. Ça vient réduire le prêt, dans le fond. On vient réduire, c'est ça la notion de pardon de prêt. Donc, c'est prévu. C'est une annonce qui avait été faite par le gouvernement pour les zones rouges, là, les entreprises qui sont fermées. Donc, ça, en bout de ligne, c'est une subvention directe. Donc, les frais fixes d'un restaurant, les frais fixes d'un bar, frais fixes, là, on va penser à tout ce qui est utilité publique, là, donc le téléphone, le gaz naturel, l'électricité. On va embarquer là-dedans les prêts hypothécaires, les hypothèques, les cellulaires au nom du restaurant, bref. Les dépenses qui sont fixes, là, les assurances. Ce qui revient au même montant ou à peu près au même montant les à chaque taxes, mois. Exact. exemple. Donc, tout ça vient réduire le prêt. Donc, la manière de faire, c'est qu'on va regarder, exemple, quelqu'un qui cogne à la porte aujourd'hui, on va regarder pour les mois à venir, jusqu'au fin du mois de mars, les besoins en fonds de roulement. Ça, ce besoin-là va déterminer le montant du prêt. Et après, bien, comme je disais, on vient faire un pardon de prêt. Donc, à chaque mois, il y a une reddition de compte qui est faite. Ces frais fixes-là qui sont admissibles viennent réduire le prêt. Donc, dans le fond, c'est une subvention qui va couvrir ces frais fixes-là pour les mois où ils sont fermés. Fait que tout le monde qui est admissible, les secteurs qui sont fermés, qui sont en zone rouge, je dirais tout le monde a avantage là, à profiter de ça. C'est directement un remboursement de ces frais fixes-là. Fait qu'on donne beaucoup d'informations là-dessus. On a quand même beaucoup de prêts en cours là, pour cette formule-là, mais je pense que c'est intéressant et il faut en profiter. Puis à ce moment-là, c'est de communiquer avec vous à la SDE, communiquer avec un commissaire. Exact. Exact, parce que toute l'équipe est en place. Là. On a quand même 3 commissaires au développement économique, que ce soit Karine Manon ou Vicky au bureau, là, pour ceux qui connaissent, là, ou on appelle tout simplement la ligne générale, puis on va s'occuper d'envoyer ça à la bonne personne pour donner les informations. Là. Puis tout le côté touristique, tout ce qui est plus en lien avec le secteur touristique, c'est Heidi Bédard qui répond à tous ces besoins-là. Donc, beaucoup quand même de choses à mettre en perspective là, quand on parle de cette aide-là. Un autre pan
l'économie qui a été beaucoup touchée, là, c'est tout le volet touristique. Puis c'est toujours un peu ouvert, fermé. On ne sait plus trop sur quel pied ils vont danser. En fait, Qu'est-ce qu'il y en est ressorti finalement de notre bilan touristique cette année? Écoute, c'est dur à faire un bilan général parce qu'on a... en bout de ligne, c'est certain que ça a été une année qui était... parmi les dernières années, on était pas mal tout le temps en croissance par rapport à l'activité touristique. Évidemment, là, il y a eu une baisse, là, on ne peut pas se le cacher, parce que la saison a commencé plus tard. Malgré ce fait-là, il y a des secteurs qui ont quand même connu une bonne été. Il y a des secteurs d'activité où ça a été très achalandé. Évidemment, il a fait beau. Et tout ce qui est en lien avec le plein air, il y a eu de l'achalandage. Évidemment, ça a été... Ça, c'est un peu partout au Québec. Là. On n'est pas étrange à... On a suivi la vague. Exactement. De tout ce qui est en plein air. Fait que de ce côté-là, ça a quand même bien été, je dirais. On a eu beaucoup de demandes d'informations. On est en croissance, évidemment, au niveau de tous les outils, on va dire, électroniques. Là. Les Facebook, les Instagram, nomme-les, les sites Internet. Il y a beaucoup de demandes d'informations qui transigent via ces outils-là. Fait que... puis, on entrevoit que l'été prochain... ça devrait être la même tendance. Déjà, avec juste la CEPAC qui a ouvert dernièrement, probablement que vous avez vu, là, ils ont devancé la période de réservation dans le réseau de la CEPAC et ça l'a complètement explosé. Donc, il y a déjà des sites de la CEPAC qui sont complets là, pour toutes les journées, puis la période estivale, les journées de congé durant l'été, puis les vacances de la construction, etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance encore là pour l'été prochain. Ça va être le plein air qui est visé. Et, parce qu'on ne s'entend pas de faire du tourisme externe, en tout cas au Québec, au Canada, je dirais. Là, on va falloir rester... déjà, ce qu'on entend, c'est que les frontières avec les États-Unis sont assurément fermées de ce qu'on entend jusqu'au mois de février. Dans le milieu touristique, c'est un peu ce qui circule présentement. Donc, par la suite, qu'est-ce qui va en advenir? Bonne question. Mais ce qu'on pense effectivement, c'est qu'avec les ventes qu'il y a eu aussi dans les véhicules récréatifs, dans tout ce qui est bateau, dans tout ce qui... Il y a une tendance de fond vers le Québec, puis je pense qu'elle va se répéter pour quelques étés encore. Ouais. Donc, de se positionner dans le plein air, comme nous autres, on le fait depuis déjà la planification stratégique en 2016. On se souviendra qu'il y avait le patrimoine minier qui est un enjeu, puis il y avait le secteur du plein air, tout ce qu'on a à offrir comme terrain de jeu, qu'on s'est positionné de ce côté-là. On devrait en profiter là, dans les années qui viennent au niveau de la période estivale. Donc, somme toute, tout dépendamment de la situation pandémique, là, de la région, puis de l'ensemble, on pourrait envisager une belle saison touristique 2021. Là. Je pense que là, on a fait nos classes en 2020, là, avec la dernière minute, ce qui s'est passé. Je pense que les acteurs de ce secteur-là, au niveau du plein air, vont être mieux préparés en 2021 à l'été. Donc, on devrait en profiter. Là. Puis en général, comme on dit, effectivement, la saison 2020 a été quand même, par rapport à l'hécatombe qu'on pouvait penser, ça a été quand même pas si mal là, en bout de ligne si on fait une moyenne. Si je changerais de sujet, Luc, j'irais vers l'annonce du gouvernement du Québec qui était pour le financement des anciens CLD, là, donc les SDE. Donc un financement récurrent pour les 4 prochaines années. Une bonne nouvelle. En fait, il faut se souvenir là, qu'avant 2015, si on fait une petite histoire courte, là, en 1998, c'est là qu'a été créé le réseau des centres locaux de développement au Québec, les CLD comme on les connaissait. Donc, dans toutes les MRC au Québec, il y avait un centre local de développement, dans chacune des MRC. Puis ça, c'est créé par la loi avec un mandat. En 2015, le gouvernement de l'époque a coupé les enveloppes de l'ordre de 55 % dans les centres locaux de développement, dans chaque MRC. Donc là, évidemment, il s'est passé toutes sortes de choses. Là. Autrement dit, le réseau a été complètement déstructuré de A à Z. Ça se partage à peu près un tiers. À l'époque, il y avait un tiers qui fermait tout simplement. T'en as un tiers que les ressources ont été coupées, mais qui se sont en allées avec les MRC, donc dans les bureaux des MRC. Et l'autre tiers, c'est des régions qui ont décidé de conserver leur centre local de développement. Ce qui s'est passé ici. Exact. Fait que la MRC, nous, en 2015, on a pris la décision de dire, nous, on veut conserver la Société de développement économique.
Et malgré tout, on avait quand même la coupure de 55 %. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a rationalisé, évidemment. Il y a des projets qu'on était en train de mener, qu'on a coupés. Toutes sortes d'initiatives. Il y en avait à peu près pour 50 000 par année. Moi, j'appelle ça les études pour mettre les projets dans le pipeline. Là. Si on a aujourd'hui justement le pipeline du gaz naturel, ben c'est parce qu'à un moment donné, il s'est fait une étude au départ dans le but d'aller au gouvernement, de présenter le projet pour finir par avoir le gaz naturel. Mais ça, cette étape-là, il faut que quelqu'un la paye. Quand on va voir SNC-Lavalin, on va faire une étude sur le potentiel du gaz naturel dans la région, ben c'est ça que j'appelle mettre des projets dans le pipeline. Ça prend quelqu'un qui finalement initie ces projets-là, qui paye pour ces choses. Fait qu'on avait à peu près une cinquantaine de mille de dollars par année qu'on mettait dans ce genre d'initiative-là, comme tu le dis. Ça a été coupé de A à Z. Fait que depuis 2015, on peut dire que des projets d'envergure comme ceux-là, on n'a pas l'argent pour le faire. Il y a des postes qui n'ont pas été renouvelés, des postes qui ont été coupés. Bon, bref, c'est ça qui s'est produit. Mais on a conservé effectivement le Centre local de développement dans une forme qui est un petit peu différente. Mais tout ça faisant en sorte qu'on réalisait quand même une perte autour de 100 000 par année, 125 000 par année, qui venait affecter directement notre surplus affecté là, à ce moment-là, notre surplus d'opération. Et là, ben, la nouvelle, c'est que le gouvernement de la CAQ s'est aperçu, et c'est pas étrange nécessairement au COVID, parce qu'à partir du mois de mars, on s'est aperçu que sur certains terrains, il n'y avait plus de répondants. Donc là, on a un certain problème quand on veut avoir un effet partout au Québec, d'avoir des régions qui n'ont plus de répondants ou que c'est mal organisé, on va dire ça comme ça. Et c'est là qu'ils sont arrivés effectivement avec l'annonce de dire, ben, regardez, on veut recréer un peu ce réseau-là, ça s'appelle Accès Entreprise Québec. Au lieu du CLD, ça va être Accès Entreprise Québec. Et on veut remettre un réseau, un minimum de services un peu partout au Québec, ce qui est fantastique, là, effectivement. Ça prend un minimum un peu partout. Et c'est là qu'est arrivé le montant, comme on parle, là, de 200 000 par année pendant une période de 4 ans, qui va venir nous aider justement au niveau de maintenir en place, on va dire, là, dans notre cas, les différents services. Consolider l'équipe, consolider les services offerts aux entreprises, parce que, comme tu dis, on l'a vu que si j'étais dans le tiers qui avait décidé de fermer le CLD à l'époque, bien là, je me suis ramassé avec une enveloppe budgétaire pour aider mes entrepreneurs, mais personne pour répondre au téléphone. Ça, le téléphone était dans un garde-robe. Oui, exactement. Exact. C'est ça, je pense, qui a fait aussi que le gouvernement s'est aperçu qu'il y a de l'importance d'avoir un réseau un peu partout au Québec pour justement répondre aux besoins des entrepreneurs, de les guider, puis les envoyer justement vers un paquet de ressources. Puis je te dirais que la formule qui a été présentée, avec une porte d'entrée qui est locale, qui est Accès Entreprise Québec, donc on va dire les CLD pour qu'on se comprenne, les anciens CLD, avec Investissement Québec au niveau régional, Investissement Québec au niveau national et Investissement Québec international. C'est les 3 structures qui ont été mises en place. Je veux dire que là, on commence à avoir un réseau où on voit plus là, où s'en aller puis comment fonctionner. Nous, c'est sûr qu'au niveau régional, avec Investissement Québec, on le parle je ne sais pas combien de fois par jour, là, mais le fait de voir que là, on a restructuré tout l'appareil gouvernemental avec toutes les différentes composantes qu'on pouvait avoir. On a regroupé ça au niveau d'Investissement Québec. Les agences qu'on avait à l'étranger du gouvernement du Québec sont sous le chapeau d'Investissement Québec international. Ben là, on voit le continuum de services là, qui passe d'un à l'autre. Je pense que c'est une très bonne décision. Là. C'est vraiment de quoi qui est intéressant. Il me semble que là, depuis longtemps, on voit un peu plus où ce qu'on s'en va. Là. Ça donne espoir pour le futur. Oui, absolument. On voit plus où ce qu'on s'en va. Puis je pense que ça va être plus facile aussi de se retrouver dans tout cet appareil-là, puis dans toutes les différentes composantes qu'il pouvait y avoir. Là. On commence à voir un peu plus clair. Ouais. Je parlerai aussi de certains projets que vous êtes en train de travailler à l'interne. J'enchaînerai avec le LOB en construction durable. Oui, c'est nouveau. Ma question, c'est qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. En fait, on a profité un peu de la COVID puis des différentes tendances qu'on a pu voir, qui étaient déjà là avant, mais que là, ils s'accélèrent. Des tendances, construction durable, ben, c'est éco-construction. De plus en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tangente de fond, c'est que de plus en plus, les grands donneurs d'ouvrage, les financiers qui financent les grands portefeuilles immobiliers, les gestionnaires d'immeubles, etc., de plus en plus, il y a une préoccupation à bâtir de façon durable et de façon responsable et on appelle souvent ça l'éco-construction, d'avoir une préoccupation par rapport à toutes les composantes qui rentrent dans un projet. Et ça se caractérise par les appels de proposition, les appels de projet qu'on peut voir. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de bien
positionner ce qui s'en vient auprès de notre secteur manufacturier. On sait que dans la région, quand on a diversifié notre économie, ça s'est fait beaucoup au niveau des entreprises manufacturières reliées au secteur de la construction. Des poutrelles d'acier, des bains, des douches, des murs préfab, des maisons préfabriquées, des planchers, nomme-les. On a plein de manufacturiers qui œuvrent dans ces secteurs-là. Maintenant que la tendance qu'on voit, c'est qu'on est mieux de prendre les devants et de se positionner par rapport à la construction durable, à l'éco-construction, que d'en subir les conséquences dans quelques mois ou dans quelques années. Il y a même des États, des pays qui passent présentement des lois et des règlements pour s'assurer qu'on parle de maisons qui sont construites ou de blocs, ou même dans le secteur industriel, qui respectent les meilleures normes dans le domaine de la construction durable. Donc, l'efficacité énergétique, récupération des eaux, traitement des eaux, implantation sur le terrain, l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, etc., etc. Ça touche à peu près tout ce qui tourne autour d'une composante là, de construction. Fait que c'est ce qu'on est en train de faire. On a des consultants qui sont sur le terrain présentement pour faire la tournée de nos entreprises manufacturières, le parler. Il y en a qui le connaissent, il ne faut pas se faire de cachette, mais il y en a qui découvrent que ça va plus vite qu'ils pensaient à ce niveau-là. Et l'idée, c'est justement d'arriver à les accompagner pour faire ces transitions-là vers un système de manufacturier avec une empreinte environnementale qui est plus faible au niveau de la construction. Souvent, on pense que ça peut être simple et rapide, mais c'est souvent du travail de longue haleine parce qu'il y a tout faut toujours analyser ces processus pour arriver à proposer une transition vers le développement durable. Effectivement. Je pense qu'il faut, sans tomber dans le verre foncé du jour au lendemain, il y a moyen d'y aller graduellement avec des approches. Puis une des meilleures approches qu'on a au Québec, c'est l'hydroélectricité. La plupart de nos manufactures, ils fonctionnent avec de l'hydroélectricité. C'est une source d'énergie renouvelable. Ce qu'on n'a pas ailleurs où on va produire de l'électricité, mais à partir du gaz, à partir des centrales nucléaires ou à partir du charbon dans certains cas, bien, on a déjà cet avantage-là. Mais il faut en prendre conscience, puis il faut le savoir que ça compte quand on parle de système manufacturier avec une empreinte environnementale plus faible. Souvent, on le prend nous autres pour acquis, mais il faut le mettre dans nos plans là, lorsqu'on décide de soumissionner sur des projets où on voit que les contracteurs ou les donneurs d'ordre ont des préoccupations par rapport à ça. Bien, c'est des éléments qui peuvent faire toute une différence, puis on n'a pas grand-chose à faire. Là. Ça fonctionne comme ça, mais il faut le dire, il faut en tenir compte. On est mieux d'être proactif finalement là-dedans pour aller finalement retirer notre épingle du jeu plus rapidement. Puis comme tu dis avec l'hydroélectricité, bien, si on part en avance des autres, bien, restons en tête. Oui, exactement. Exactement, c'est ça. C'est de se préparer. Puis sur le hub Construction durable, on est sur Facebook, puis il y a une revue de presse qui est faite à tous les jours. Puis pour ceux que ça intéresse, juste aller voir ça, vous allez voir que c'est loin d'être de la science-fiction, là. C'est au jour le jour, partout sur la planète. C'est le mot d'ordre, c'est la construction durable, éco-construction, empreinte environnementale plus faible. C'est vers là qu'on s'en va, c'est sûr. Donc, on est mieux de prendre notre secteur qui est à l'exportation aussi. Parce qu'il faut savoir qu'ultimement, le but, c'est de continuer à exporter. On ne veut pas nécessairement... c'est pas pour construire une maison dans la région. Là. C'est souvent pour l'exportation, puis réussir à remporter des soumissions à ce niveau-là. Exact. C'est pour la pérennité, finalement, de notre économie locale qu'on faut aller vers ça. Prendre les devants, oui, exactement. Luc, il reste quelques minutes à l'entrevue. J'aimerais juste t'entendre parler du BAP. J'ai reçu quelques personnes ici pour en parler du fameux rapport qui est sorti. L'enjeu pour la SDE, ça représente quoi? Bien, je te dirais que depuis, on est loin d'être arrêté, là, depuis que ça a été... que le rapport a été rendu public. Évidemment, on l'a décortiqué. Il y a un comité de travail qui est en place concernant les suites à donner. Il y a toujours les mêmes préoccupations. Valorisation des résidus miniers, tout ce qui est le génie civil, donc les résidus miniers dans tout ce qu'on peut connaître au niveau du génie civil, et la notion d'observatoire. Donc, présentement, on est à travailler on l'a fait d'ailleurs, là, à un peu documenter comment on voit ça, nous, un observatoire au niveau, un observatoire comme ça a été soulevé aux audiences du BAP et comme ça a été retenu par les commissaires du BAP. Donc là, on va alimenter le ministère de l'Environnement
Il y a des rencontres de prévues à court terme pour justement essayer de voir comment on pourrait, maintenant qu'on l'a nommé, mais ça a l'air de quoi? C'est quoi le mandat? Donc, c'est le genre de choses qu'on est en train de faire. On mise beaucoup sur l'Observatoire pour réussir à documenter ce qu'on n'avait pas là, durant les audiences du BAP. À maintes reprises, ce qu'on a dit, c'est que, bon, on possède peu d'informations, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de... Donc, ça va être un rôle majeur de l'Observatoire, là, de toute la notion scientifique, de documenter vraiment les différentes facettes de ce qu'on appelle la problématique en lien avec les résidus miniers ou l'amiante, là. Et c'est ça qu'on est en train de faire, là. On est justement en train de documenter tout ça et de le soumettre au ministère de l'Environnement pour réussir à mettre en place une organisation qui va répondre à nos besoins, pas pour 6 mois, probablement pour nombreuses années là, au niveau de la gestion de tout le passif industriel minier qu'on a sur le territoire. Oui, parce que on a quand même beaucoup à gérer. Là, on en parle souvent. Là, différentes facettes, effectivement. Oui, exact. Donc, ouais. Luc, merci beaucoup pour tout l'ensemble des dossiers que tu nous as parlé. Ça m'a fait plaisir. Toujours un bonheur de t'en savoir. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.